d'où est partie l'envie d'écrire ce texte-là? Alors, d'où part l'envie d'écrire un texte? Est-ce qu'il y a un moment M qui... je crois qu'il y a eu, en fait, il y a eu deux moments. Il y a un moment permanent. Le moment permanent, c'est celui qui accompagne ma vie depuis toujours. J'ai toujours rêvé d'être... En fait, si on me demandait, c'est quoi ton rêve le plus cher, qu'est-ce que tu... Voilà, la lampe d'Aladin, allez, c'est quoi ton souhait? On frotte, le génie apparaît, il me dit, c'est quoi ton... Je voudrais pouvoir me balader dans le temps. J'aimerais vivre tout ce que je lis dans les livres, tout ce que j'ai appris de l'histoire du monde, pas seulement de la mienne bien sûr, mais tout ce que j'ai appris de l'histoire du monde. J'aimerais la vivre le vivre de l'intérieur, d'être une petite souris comme ça qui se balade et puis qui n'est pas pour assister, mais pour partager, pour ressentir, parce que voilà, j'ai soif des émotions réelles, de celles qui ont été vécues au moment M où elles ont été vécues. On ne vit pas la même chose, la douleur n'était peut-être pas la même quand on est né en Égypte au IIe siècle ou quand on est grec. Et j'ai toujours eu cette envie, non seulement dans le passé, mais dans le futur. Ça, c'est donc la permanence de ma relation au monde, d'une certaine façon. Et puis, le deuxième personnage, alors ça c'est le personnage d'Ernestine dans le livre, j'ai essayé de me mettre... de Célestine, j'ai essayé de me mettre dans la peau je connais mieux les personnages comme bien. Non mais c'est dingue. Non mais franchement, mais applaudissez-la, elle me connaît. Et donc le personnage de Célestine, qui est cette jeune fille qui arrive dans la France de 1700, dans le Paris de 1788, donc juste avant la Révolution française. Et puis, le deuxième moment, et là c'est vraiment le moment où j'ai pris la plume et je me suis dit il faut que ça sorte, c'était juste après les attentats du Bataclan. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un Paris convulsif, complètement traumatisé. Moi j'étais au moindre bruit de pétarade, de pneus, tout le monde courait aux abris et en même temps, il y avait cette espèce non pas de courage, mais de défi permanent, et on veut vivre, donc on est dehors. Les gens avaient très peur, on avait tous très peur, quel que soit l'endroit où on était. Et je me suis dit, mais ça m'a tellement marqué qu'en fait, à la fois, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Sister, qui est sur le disque là qui sort, et en même temps, j'ai eu envie de... J'arrivais pas à vivre avec... le cauchemar que c'était que d'avoir été enfermé, je parle pas littéraire, je parle de ça, mais enfermé dans une pièce où tu es là pour écouter de la musique, enfin on sait ce que c'est, on sait dans quel état d'esprit sont les gens qui sont là, et puis boum, terminé. Quoi. Recevoir la vie et recevoir la mort. Et recevoir la mort, et arriver à décoller de la tragédie de cet instant pour en faire quelque chose que le monde peut partager. Et c'est pour ça que voilà, j'ai eu envie d'écrire cette histoire à partir de là, et que la chanson, alors c'est un parallèle, mais la chanson raconte que moi je suis au Bataclan et que de là-haut, enfin de l'endroit d'où j'ai été pulvérisée, donc après ma mort, je rencontre une sœur qui est voilée et tout, et qui me dit que lui est arrivé la même chose chez elle. Donc voilà, c'est ma manière de me décoller de l'événement et de ne pas en faire une tragédie personnelle, mais d'en faire une histoire pour le monde, quoi, une histoire tragique pour le monde. Mais alors ce qui est exceptionnel et très très réussi dans ce texte, c'est que justement ces attentats du 13 novembre ne sont pas le fil de l'histoire. En tout cas, le lecteur ne se rend pas compte immédiatement que cette tragédie sous-tend l'histoire. Alors pour essayer de faire enfin ce ne sera pas un résumé, parce que c'est typiquement le genre de texte qui est difficile à résumer, mais on parle de deux femmes et de deux époques, et très étrangement, les allers-retours se font à travers un cahier rouge qui distille l'histoire de Célestine à Soraya qui erre dans ce Paris, dans un Paris hétéroclite, dans un Paris bouleversé. Et entre ces deux femmes se tisse une espèce de relation silencieuse qui participe à une guérison de l'une vers l'autre.
Et oui, mais des deux, l'une par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'une. En fait, je pense que dans mon esprit, en fait, dans ma plume, au bout d'un moment, les personnages vous échappent un petit peu, mais dans ma plume, il y avait Soraya travaille un truc, quoi. Est-ce que elle marche dans Paris, on ne sait pas ce qu'elle a. Visiblement, elle a un truc qui ne va pas. Enfin, elle se déplace, elle bouge, elle dort un peu n'importe où, mais on sent qu'elle a les moyens. Enfin bon, et qu'elle est dans une souffrance et une douleur permanente. Et parfois, on en a même marre. On a envie de lui dire, mais secoue-toi, bouge-toi, fais quelque chose de ta vie. Et ce qui la sauve un peu, c'est ce cahier qu'elle ouvre chaque fois qu'elle est vraiment très très mal. En fait, elle ne fait que lire. Ça dure 1 semaine et 1 jour. Et elle ne fait que lire ce qui visiblement est le cahier écrit par une ancêtre lointaine, puisqu'elle a retrouvé ça dans la malle de ses parents. Et chaque fois, c'est comme un petit pansement sur ce qu'elle est en train de vivre. Elle a absolument aucun contrôle sur ses émotions parce qu'elles sont trop violentes. Ses émotions à Soraya, celles d'aujourd'hui. Et ce qui m'a intéressée là-dedans, c'est que les deux femmes se retrouvent dans un Paris en convulsion, en fait.